Alors, au moment d'aborder les tendances économiques à l'heure actuelle, il faut bien sûr distinguer ce qu'on appelle la structure de la conjoncture. La structure, c'est tout ce qui relève là, de l'économie profonde, là, la lente désindustrialisation du Québec, la montée du secteur tertiaire, le rôle de la nouvelle économie informatique, etc. Et ce qu'on appelle la conjoncture, c'est-à-dire le cycle de croissance et de récession. Ça n'a pas arrêté, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. On a assisté tour à tour à des grandes montées économiques, là, on pense aux années 60, puis à la récession des années 1970, remontée à la fin des années 80, etc., etc. Ces cycles-là ont un profond impact sur la vie quotidienne, mais aussi influencent les tendances à long terme. C'est ainsi, par exemple, que la crise du pétrole de 1973 a mené à une reconfiguration industrielle, déclin des industries traditionnelles qui sont parties vers les pays en voie de développement et montée de l'économie tertiaire, celle des services. Ce n'est qu'un exemple. Alors, au-delà de ce cycle de croissance et de récession, il y a néanmoins une grande tendance qui s'est dessinée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien sûr le rôle des gouvernements, provincial, fédéral, municipal, name it. Ils sont tous intervenus de plus en plus. Ça paraît sur les prélèvements en termes de taxes et d'impôts, et ça fait en sorte que la vie sociale et économique a été profondément transformée. Bon, ça prend le nom là, générique de keynésianisme, là, vous connaissez ça, vous avez entendu parler, d'après les thèses de l'économiste britannique John Maynard Keynes, qui considère que le gouvernement doit contribuer à adoucir l'amplitude des crises et des croissances en faisant en sorte d'intervenir dans l'économie en dépensant beaucoup en période de crise pour maintenir l'emploi et la demande. Et en revanche, il doit se retirer en période de croissance économique afin de ne pas provoquer une surchauffe ou un cycle d'inflation et ainsi pouvoir adoucir la courbe économique. Depuis 1945, ce qui est arrivé cependant, c'est que les gouvernements ont pris l'habitude d'intervenir dans l'économie et ne s'en sont plus guère retirés depuis. Le budget fédéral, qui était d'environ 70 millions de dollars au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, excède aujourd'hui les 80 milliards de dollars par année et ce n'est pas parti pour diminuer là, avec la présente crise. Dans les circonstances, le keynésianisme a été un peu éloigné de sa mission essentielle pour le ramener à ce qu'on appelle sa mission sociale. C'est qu'au-delà là, de l'adoucissement des conjonctures économiques, le but la vertu qu'on a prêtée au keynésianisme, c'est il permet à l'État de jouer son rôle de tissu social, de tissu de protection sociale, d'assurer un minimum garanti à tous les Canadiens et Québécois. Bref, de faire du gouvernement, qu'il soit fédéral ou québécois, une espèce de Robin des Bois intervenant dans l'économie afin de réguler les inégalités et d'assurer un minimum à tous. En 1945, c'est clair que c'est une volonté qui est d'abord et avant tout présente à Ottawa autour du gouvernement fédéral. À Québec, c'est l'époque de Duplessis, il n'est guère intéressé à lui aussi jouer dans ce jeu-là. Il va falloir attendre la Révolution tranquille pour que l'État québécois se revête du même rôle, entende à mener le même programme, mais à l'échelle québécoise et avec des moyens québécois. C'est bien sûr la Révolution tranquille et le rôle qu'a pris l'État québécois, non seulement là, dans les mesures d'aide sociale, là, on pense à justement l'aide sociale, à l'assurance maladie, etc., mais aussi en jouant un rôle actif dans l'économie, notamment en subventionnant certaines entreprises ciblées, à la fois parce qu'elles relevaient d'industries stratégiques, on pense par exemple à l'hydroélectricité, ou parce qu'elles permettraient à des francophones d'être présents davantage dans leur propre économie, ce qui était loin d'être le cas à ce moment-là. On pense notamment, par exemple, à l'industrie du meuble, du textile un temps. On a aussi protégé de manière ciblée l'industrie artistique, la culture et tout récemment aussi le monde des communications. On n'a qu'à penser, par exemple, à combien une entreprise comme Québécois a tiré profit à tout le moins de la bienveillance de l'État québécois pour continuer à prospérer ces dernières années. Alors, je vais maintenant vous proposer une petite vidéo qui fait le tour un peu de la conjoncture économique depuis 1948, depuis la fin de la guerre, afin de voir les cycles de croissance et de récession pour qu'on puisse ensuite en dresser un bilan. Bonjour. Statistique Canada définit une récession comme une période d'au moins 2 trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel.
Ouf! En tout cas, trimestre par trimestre, on peut quand même brosser l'historique de l'économie du Québec depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 70 ans. Dès 1949 se produit la première récession de l'après-guerre. Elle correspond à la fin de la conversion à une économie de paix et à la baisse des mises en chantier des maisons destinées à accueillir les vétérans. Entre 1950 et 1956, on assiste à une relance de la production à cause de la guerre de Corée, puis à des investissements massifs dans le secteur des ressources naturelles et des infrastructures. On pense au fer du Nouveau-Québec ou à la construction de la voie maritime du Saint-Laurent, par exemple. En 1957, la hausse subite du taux d'intérêt et la baisse de la production industrielle ainsi que du prix des ressources naturelles provoquent une brusque récession. Entre 1958 et 1973, se déroule la plus longue période de croissance de l'histoire récente du Québec. Tous les indicateurs sont alors au vert. On assiste à une poussée des dépenses des gouvernements fédéral et provincial, en santé et en éducation, à l'essor des services et à la construction d'infrastructures, particulièrement à Montréal où, coup sur coup, on construit le métro, Expo 1967 et de nombreux gratte-ciels. À compter de 1973, Québec est secoué par une série de récessions. Initialement, c'est la hausse brutale du prix du pétrole qui provoque la crise et une brusque poussée de l'inflation. La demande pour le bois, le papier et le fer du Québec diminue aussi durant cette période. À nouveau, en 1981, la hausse du taux d'intérêt provoque une nouvelle récession. Pour combattre la crise, les gouvernements agissent en indexant les salaires à l'inflation et en subventionnant le pétrole de l'Ouest canadien. On lance aussi des méga-projets, comme celui de la baie James et des installations olympiques à Montréal. Le Québec innove aussi par des exemptions de taxes sur les produits québécois ou en subventionnant la construction domiciliaire. Mais au tournant des années 1990, l'économie du Québec retombe en récession. C'est qu'elle souffre toujours des taux d'intérêt élevés et d'un dollar canadien très élevé, causé par une surchauffe de l'économie pétrolière de l'Ouest canadien. En 1992, les indicateurs économiques se remettent au vert. Baisse des taux d'intérêt, baisse des impôts aux entreprises, réfection du réseau routier et investissement de centaines de millions de dollars en santé et en éducation. Hydro-Québec, notamment, consent alors d'importants investissements dans son réseau électrique. En 2001, se produit un krach boursier causé par l'effondrement de la valeur des entreprises technologiques. Les attentats terroristes du 11 septembre provoquent ensuite une récession et une baisse importante des mises en chantier. La récession est cependant de courte durée et la baisse du taux d'intérêt a tout fait de relancer l'économie. Au Québec, on lance un ambitieux plan de réfection du réseau routier afin de rattraper le retard des dernières décennies en ce domaine. En 2008, la spéculation sur des produits hypothécaires à risque provoque l'effondrement du secteur bancaire aux États-Unis. Le cours des matières premières est particulièrement affecté et les exportations du Québec diminuent fortement. À compter de 2009, le Programme fédéral des infrastructures et un plan québécois de 37 milliards dans les routes relancent l'économie. La croissance a beau être faible, l'économie est stable et le chômage à peine à 7 % pour l'instant. Alors, on se résume à propos de la conjoncture économique depuis la guerre. Durant les périodes de récession, on l'a vu, notamment durant les années 70, 80 et 90, on a assisté dans tous les cas à une baisse de la demande. La baisse de la demande se matérialise par des licenciements, des pertes d'emploi, une baisse aussi du revenu disponible. Du chômage, bien sûr, c'est la hantise des années 70 et 80 notamment. On a vu, le chômage peut atteindre jusqu'à 14 % au milieu des années 70. On va assister aussi à un vieil ennemi, l'inflation. C'est-à-dire qu'en période de récession, habituellement, les prix baissent. Mais ce qui s'est produit à compter de la crise du pétrole, on assiste à un phénomène où il y a à la fois récession et inflation. C'est le pire des deux mondes. En d'autres mots, il y a moins d'argent disponible, les gens ont moins d'emplois. Nonobstant, les prix augmentent quand même, notamment parce que les entreprises doivent combler leurs coûts, notamment les coûts en énergie qui est de plus en plus cher, mais aussi parce qu'elles visent à capitaliser, aller chercher un maximum de profit tant qu'il y a des consommateurs disponibles. À la fin des années 80, on a donc assisté à un remède de cheval, la hausse des taux d'intérêt qui visait essentiellement à combattre l'inflation, à rabaisser la hausse des prix, mais qui a eu pour effet de mettre en faillite bon nombre de consommateurs, de Québécois qui ont notamment perdu leur maison. Tout compte fait, ces récessions-là ont amené un certain nombre de remèdes. Grosso modo, des années 1950 à nos jours, les manières de régler une récession n'ont guère dérogé de la part des gouvernements. En général, c'est en haussant les taux d'intérêt qu'on maintient l'inflation au niveau le plus bas. On va aussi abondamment recourir aux subventions.
subventions soit directement des entreprises pour les empêcher, par exemple, de faire faillite. On l'a vu d'ailleurs tout récemment avec le cas du Cirque du Soleil ou de Bombardier. Ça, c'est des fonds d'aide d'urgence qui ont généralement, c'est de l'argent un petit peu perdu parce que cet argent-là, le gouvernement ne le reverra pas. Mais en revanche, compte-t-on dans les médias, ça permet de maintenir des emplois. On va aussi subventionner largement certains secteurs, des exemptions de taxes sur tel domaine, des prêts préférentiels des entreprises de ce type. On l'a vu, par exemple, dans le domaine des jeux électroniques et de l'imagerie. Le gouvernement du Québec a dépensé des millions afin de stimuler la croissance dans ce domaine-là. On va aussi, puis ça, c'est un bon vieux remède aussi, hein, faire des routes, l'infrastructure, construire des routes, des ponts, aménager des voies de transport, des infrastructures, des écoles. Tout ça a pour effet de maintenir la vigueur dans un domaine clé de l'économie, la construction, et par conséquent, c'est généralement un automatisme. Lorsqu'on entre en récession, on va, par exemple, lancer des grands projets d'infrastructure. Jean Charest le fait à partir de la récession de 2003, lançant un vaste réseau de réfection de routes, qui a l'air à pas être terminé encore. Robert Bourassa le fait avant, lorsqu'il y a eu la récession des années 70, il a lancé le grand projet de la baie James, qui a à son tour provoqué de l'inflation, mais bon. Bref, c'est une manière traditionnelle par laquelle l'État doit de toute façon consentir un certain nombre de dépenses là, dans l'économie. Il le fait soit en payant des paiements de transfert, par exemple des allocations comme vous en avez eu d'urgence du gouvernement fédéral pendant la pandémie, mais les économistes jugent en général qu'il est plus efficace de subventionner la construction d'infrastructures parce que ça subventionne toute une chaîne d'activités qui vont des ingénieurs en passant par la construction, qui vont en passant par tous les services de sous-traitance, de fourniture, de secteur manufacturier, qui font en sorte que l'économie profite beaucoup de ce type de dépenses-là. Bien sûr, la santé et l'éducation sont des domaines aussi où les gouvernements ne se gênent pas de dépenser en temps de récession, mais avec une efficacité moins grande, étant donné que ces secteurs-là, où les salaires occupent pratiquement tout l'ensemble des dépenses, n'ont pas d'effet d'entraînement sur le reste de l'économie. Tout ce que ça fait, en somme, c'est de momentanément mettre de l'argent sous forme de salaire dans les poches des infirmières, des médecins et des enseignants. Dernier lieu, les baisses d'impôts. Cette méthode-là a été beaucoup critiquée. Vous savez qu'elle est très populaire aux États-Unis, où les présidents des États-Unis se font généralement élire sur la promesse de baisser les impôts afin de remettre de l'argent dans les poches des contribuables et que ce soit eux, par leurs achats, qu'ils font plutôt que de les payer en impôts, qui doivent relancer l'économie. Au Québec et au Canada, cette méthode-là est moins populaire. Et tout compte fait, il y a beaucoup de critiques qui montrent que, en fait, lorsque l'on baisse les impôts, ce sont d'abord et avant tout une poignée de riches qui en profitent. Au-delà de ce débat, les baisses d'impôts sont parfois très bienvenues, notamment sous le gouvernement chrétien en 2007 ou sous les gouvernements Charest aussi, où les baisses d'impôts ont pu significativement entraîner une hausse de la demande des consommateurs et faire en sorte, en somme, qu'ils avaient davantage d'argent à dépenser au Walmart, au Canadian Tire ou en cadeau de Noël. Plus concrètement, je voulais attirer votre attention sur cette infographie-là qui est étonnante parce qu'on a souvent l'impression que la nourriture, c'est cher. En fait, le prix des aliments me sert de prétexte pour montrer que globalement, il n'en est rien, de un. Et de deux, c'est plutôt le signe de la très grande prospérité du Québec. En fait, clarifions à propos des dépenses liées à l'alimentation. Par définition, c'est classé parmi les biens essentiels. On se comprend. On ne peut pas s'en priver. Alors, par conséquent, plus une société consacre d'argent à l'alimentation, moins c'est un signe de richesse. On en a une belle preuve ici, là, juste au-dessus de ma tête, à propos de la part que présente l'alimentation parmi les postes budgétaires. Plus on est riche, moins on consacre d'argent à l'alimentation. Si l'alimentation représentait 30% des dépenses des pauvres en 1970, elle ne représentait même pas 18% de celles des riches. Donc, étant donné que c'est une dépense incompressible, essentielle, il est normal que tout supplément d'argent soit consacré à d'autres postes budgétaires, par exemple les vêtements, les sorties, les voyages ou que sais-je. Ce qu'on remarque en revanche, c'est très clair dans ce petit tableau-là, c'est que cette part-là n'a pas arrêté de diminuer depuis 1970. Ça veut dire une seule chose, que les Québécois mangent moins, mais bien sûr que non. Qu'ils ont moins d'enfants à nourrir, cela peut l'expliquer, mais le facteur essentiel qui explique que les Québécois consacrent de moins en moins d'argent à l'alimentation, c'est qu'ils sont objectivement plus riches. Par conséquent,
Une fois leur satiété atteinte, ils consacrent de plus en plus d'argent à d'autres types de dépenses. On en a une belle démonstration à gauche. Effectivement, si l'alimentation globalement représentait 28 des dépenses des foyers en 1970, elle n'en représente plus aujourd'hui que 13,7 Preuve indéniable que le Québec est plus riche et que, étant donné qu'il a atteint, une fois qu'il a fait son épicerie, il consacre son argent à autre chose. À quoi le consacre-t-il? Contrairement à l'idée reçue, c'est pas tellement aux accessoires vêtements. D'abord parce qu'il y a eu une toute nouvelle, un nouveau redéploiement des prix qui fait en sorte que des vêtements qui se vendaient très cher, des biens durables, semi-durables, comme des télévisions, des meubles, et en particulier des vêtements, ont vu leur valeur nominale diminuer depuis 1970, notamment à cause de l'essor des nouveaux pays industriels qui nous fournissent des vêtements et des électroménagers à des prix parfois même plus bas que ce qu'on payait pour l'équivalent des années 1970. C'est pas non plus dans les cotisations de retraite, les assurances. Les Québécois ont des dépenses plutôt stables sur ce plan. Non, ils dépensent essentiellement davantage dans deux postes budgétaires, les transports et le logement. Expliquons-nous à propos de chacun d'eux. Le premier, le transport, est très clairement dû à deux variables. Le premier, et on le voit à partir des années 70, c'est la croissance du coût de l'énergie, notamment du pétrole, qui fait en sorte que ce poste-là augmente, tant pour le transport en commun, le transport en avion ou le transport automobile. L'autre raison, c'est que de plus en plus, les Québécois achètent des voitures. Il y a plus de 5 millions de voitures immatriculées au Québec. Ceci explique cela. L'essor de la banlieue, un mode de vie à l'américaine, des valeurs consuméristes ont fait en sorte que le coût du transport est passé de 14 à 20 de nos jours. Mais le phénomène remarquable, c'est le coût du logement. Le coût du logement implique le loyer, l'hypothèque, les paiements d'entretien du domicile, la rénovation et tout le patatlas. Qu'est-ce qui explique que sa part est plus que doublée depuis 1970? Essentiellement deux phénomènes. Le premier est causé, puis on le voit au début de la courbe, par la hausse des taux d'intérêt. Le loyer de l'argent a augmenté beaucoup au courant des années 80, faisant en sorte que les hypothèques ont occupé une place beaucoup plus grande dans le budget. La deuxième raison, et la raison essentielle en fait, c'est qu'on est passé en gros en 1970 d'un Québec de locataire à aujourd'hui un Québec de propriétaire. Et c'est encore un indicateur de richesse. Les gens qui consacraient leur argent surtout à payer un loyer en 70 le consacrent davantage à payer l'hypothèque d'une maison ou d'un condominium en 2020. Ce phénomène-là amène évidemment les gens à consacrer une part plus grande de leurs revenus à leur logement, sauf qu'ils le font en guise d'investissement, la propriété étant vue comme une forme d'épargne permettant aux gens de léguer quelque chose à leurs enfants. On a ici une belle démonstration que globalement, depuis 1970, le Québec s'est enrichi et qu'il peut donc consacrer une part plus grande de son revenu à autre chose qu'à se nourrir. On le sait, les années 1960 furent partout en Occident l'aventure des grands projets. On pense par exemple aux États-Unis à la course à la Lune qui va les opposer à l'Union soviétique et qui va maintenir l'Occident en haleine tout le long des années 60 à propos des attaques successives qui allaient mener en juillet 1969 à la conquête de la Lune. Partout dans le monde, les grands projets de société sont en branle. C'est la révolution culturelle en Chine, c'est la détente durant la guerre froide, c'est les années psychédéliques en Angleterre, le British Invasion, les Beatles, les Rolling Stones, la révolution culturelle, la révolution sexuelle. Le Québec est pas en reste. Il a aussi son lot de grands projets. Voici le vaisseau amiral, sans doute, ce qu'on va appeler le barrage Manic 5, qui s'appelle aujourd'hui le barrage Daniel Johnson, lui aussi inauguré en 1969, à l'époque de la conquête de la Lune. Prodigieuse réalisation du génie québécois, le plus grand barrage encore à ce jour à voûtes multiples au monde. Il montrait donc quel progrès colossal le Québec accomplissait et combien il pouvait être maître chez lui, ce qui est bien le slogan des années 1960. C'est autour de cette image-là que je voudrais vous parler de ce concept économique qui a battu son plein durant les années 1960, 70, 80, qui est la doctrine économique du Québec pendant plus de 30 ans. On l'appellera État Provigo, Québec Inc. En gros, de 1964 à 1992 environ, on va revenir les raisons de son déclin plus tard, on assiste à la mise en place au Québec
d'un partenariat original, assez rarissime dans le monde, entre l'État québécois et le secteur privé. Les économistes appellent ça une économie mixte, où le capitalisme est bien maintenu, bien sûr, mais où l'État est constamment derrière pour encadrer, aider, supporter, orienter le développement du capitalisme pour qu'il aille dans le sens d'un projet économique. Le projet économique ici visait clairement à stimuler l'essor de grandes entreprises francophones, à mettre sur pied ce qu'on appelle des fleurons, des entreprises tenues par des francophones issus du Québec afin d'embaucher des gens d'ici et d'assurer en somme un développement équitable au Québec qui respecte davantage la population locale. Ça peut vous surprendre ici qu'on parle de francophones, de Canadiens français et tout le reste, mais dans les faits, ça n'a rien de ethnique. L'objectif était, en somme, de nationaliser l'économie québécoise, faire en sorte qu'elle soit moins contrôlée de l'extérieur par des multinationales qui étaient fort présentes. Parce que les Coca-Cola, les General Motors, les Ford, les IBM, d'autrefois, n'avaient rien à envier aux Microsoft, Amazon ou bien Google du monde actuel. Les multinationales dominaient l'économie du Québec et les gouvernements s'en souciaient. Et c'est dans ce but qu'on a mis sur pied cette doctrine économique visant en somme à faire de l'État québécois le maître d'œuvre d'une nationalisation de l'économie, faire en sorte en somme que l'économie du Québec soit davantage contrôlée par des Québécois. En règle générale, l'objectif était atteint. On a assisté durant les années 70-80 à l'essor d'entreprises québécoises là, qui n'existaient pas avant, là, de Bombardier en passant par, ma foi, Provigo, en passant par Québécois, en passant par tant d'autres qui n'existaient pas auparavant et qui ont progressivement, grâce au soutien de l'État québécois en règle générale, pu profiter d'un soutien qui leur a permis, dans certains cas, d'évincer des multinationales, voire d'en devenir à leur tour, c'est-à-dire d'être suffisamment concurrentiels pour pouvoir eux aussi jouer à l'échelle mondiale. La forme classique, c'est donc que l'État québécois, c'est-à-dire le gouvernement, notamment par le biais de ses outils, la Régie des rentes, la Caisse de dépôt et de placement, soutiennent certaines entreprises de la publiques. On pense à Hydro-Québec, là, qui est le cas exemplaire, et ça pourrait être aussi la SAQ, par exemple, ou même l'Auto-Québec, ou Télé-Québec, afin qu'elles deviennent des acquéreurs de services, des acquéreurs de services que des entreprises privées peuvent fournir. Par exemple, dans le cas de Télé-Québec, elles s'alimentent auprès de maisons de production de télévision québécoises qui embauchent des comédiens québécois. La filière la plus claire, c'est celle je vais m'en tenir, c'est la filière qui lie le gouvernement du Québec à une de ses sociétés d'État, Hydro-Québec, gigantesque, colossale entreprise, chiffre d'affaires qui excède le 70 milliards par année, des immobilisations qui excèdent les 200 milliards, une entreprise colossale qui achète pour des milliards et des milliards de dollars par année de biens et services pour entretenir son réseau, pour fournir des services à la population, pour bâtir des barrages, et qui embauche notamment des firmes de génie conseil pour concevoir ces infrastructures. Or, il n'y en avait pas de firmes de génie conseil québécoises avant 1960. Elles sont nées de toutes pièces des besoins d'Hydro-Québec. Au moment de se tourner vers un fournisseur, Hydro-Québec a dit « Pourquoi ne pas privilégier des entreprises du Québec? » Sont nés ainsi notamment des géants dans le domaine du génie conseil, notamment Lavalin, puis SNC-Lavalin, qui est un des grands joueurs mondiaux aujourd'hui dans le domaine du génie conseil. À leur tour, pour faire les barrages, alors ils emploient des fournisseurs ici Unibéton, ça pourrait être les ciments Lafargue, ça pourrait être toutes sortes d'entreprises de matériaux de construction qu'on va choisir de manière privilégiée au Québec afin d'embaucher des Québécois qui vont fournir les sous-traitants, qui vont fournir Hydro-Québec, qui est le fournisseur des Québécois et du gouvernement du Québec. C'est donc autour de ces grappes ou de ces filières que va s'établir dans bon nombre de domaines. Je prends ici le cas de l'hydroélectricité. On a le même cas à propos, par exemple, de la production audiovisuelle, des services de salaire, de la gestion des actifs du gouvernement, où on va appliquer la doctrine Québec Inc. avec, ma foi, un assez grand succès. On considère donc d'un côté des sociétés d'État, on pense à Hydro-Québec, la Société générale de financement, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, l'Auto-Québec ou le Fonds de solidarité de la FTQ, qui, même s'il relève de syndicats, participe de l'idéologie de Québec Inc. De l'autre côté,
trouver des entreprises qui vont beaucoup profiter de ce partenariat-là, des fleurons, des entreprises comme Desjardins. En 1945, le mouvement Desjardins, c'est encore une toute petite fédération de caisses populaires, là, à peine 20 millions d'actifs. Mais il y a deux phénomènes essentiels qui vont mener à la croissance du mouvement Desjardins. Le premier, c'est l'enrichissement de la classe moyenne francophone du Québec, clairement, qui fait en sorte que ces gens-là, qui étaient autrefois des ouvriers et des paysans pauvres, accèdent au confort de la vie moderne, font de l'épargne, achètent une première maison et vont chercher leur hypothèque à la Caisse populaire. La croissance du mouvement Desjardins va être exponentielle durant les années 60 et 70. L'autre raison, c'est que le gouvernement du Québec va privilégier le mouvement Desjardins plutôt que les banques canadiennes anglaises pour certaines opérations de crédit, de financement de ses activités, y compris aussi pour y déposer les chèques de ses employés, ce qui représente pour les caisses populaires un apport en termes de chiffre d'affaires qui est énorme. Autre exemple, archi célèbre, Bombardier. Vous avez un cas classique avec Bombardier parce que Bombardier, Armand Bombardier, c'est des motoneiges en Estrie, il faisait un après l'autre. Et lorsque la Deuxième Guerre éclate, on va lui confier un contrat. On va lui dire, et tu fais des skidoo avec des chenilles, es-tu capable de faire des chars d'assaut? Oui, mais ça va vous coûter cher en maudit. Pas de problème. On a confié à Bombardier le soin de faire des trains à chenilles pour l'armée, ce qui a permis la première croissance de cette entreprise-là. Puis après, dans les années 1960, le grand projet, c'est le métro de Montréal. Le gouvernement du Québec, la ville de Montréal réfléchissent. Qui peut nous fournir des voitures de métro? Bon, on a d'un côté Alstom en Europe, on a US Trail aux États-Unis. Pourquoi pas trouver un producteur québécois? Mais il n'y en a pas. On ne faisait pas de voitures ferroviaires au Québec en 1960. Et si on employait Bombardier? On est allé voir Bombardier, on lui a demandé, es-tu capable de nous faire des voitures de métro? Il a dit oui, mais ça va vous coûter cher en maudit. Bref, pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il convertisse son appareil de production. Une entreprise de motoneige s'est convertie dans la production de matériel roulant ferroviaire parce que dans l'idéologie de Québec Inc., on s'est dit, voyons au développement d'une entreprise québécoise, donnons-lui les moyens de croître. Oui, dans les médias, ça va nous coûter plus cher, mais en revanche, on aura un partenaire local qui emploie des gens d'ici, qui développe, qui paie des salaires importants, et ça nous fait une grande entreprise québécoise dans le domaine ferroviaire. Vous allez avoir le même phénomène lorsque, à la fin du 20e siècle, Canadair, le gouvernement fédéral va se départir de Canadair, il va le vendre de manière privilégiée à Bombardier, qui va tout à coup se mettre à faire des avions, profitant de Québec Inc. C'est différent du système des subventions là, auquel on assiste à l'heure actuelle. Il s'agissait vraiment que l'État soit partenaire d'une conversion industrielle en vue de l'aligner vers une production stratégique voulue par Québec Inc. et afin de créer des emplois ici. On a le même phénomène avec Ubisoft. En 2003, le gouvernement de Bernard Landry met sur pied un projet visant à créer une cité du multimédia à Montréal. On va carrément offrir aux entreprises des jeux électroniques la possibilité de payer 70% des salaires des employés une première année, imaginez, à condition qu'elles s'installent à Montréal, dans ce quartier qu'on désignait à être la Silicon Valley du Québec. Tout le monde riait à l'époque, c'est devenu une réalité. Et aujourd'hui, le secteur des jeux, de l'imagerie et de l'animation par ordinateur a créé des dizaines de milliers d'emplois et surtout, ça se fait désormais sans subvention directe de l'État, puisque Québec Inc. aura joué son rôle. C'est jouer en somme le rôle d'incubateur d'entreprise qui leur permet, une fois qu'elles ont pris de l'ampleur, de se débrouiller toutes seules et de jouer à leur tour dans la cour des grands au niveau international. Passons sur l'exemple du Cirque du Soleil. Moi-même, là, en 1983, je m'en souviens, j'ai rencontré Guy Laliberté à Québec. Il était saltimbanque. Il crachait du feu et il marchait sur des échasses. Et je me souviens, je lui avais prêté 5 $. Dieu sait que j'en avais pas beaucoup à l'époque. Je lui ai prêté 5 $ pour je ne sais pas trop quoi. Mais j'attends encore qu'il me ramène mon 5 $. Imaginez, un gars comme Guy Laliberté qui était paumé au début des années 80, avec l'aide du gouvernement, notamment ce qui s'appelait à l'époque les régimes d'épargne-action, a pu émettre en bourse des actions au nom du Cirque du Soleil, voir à la croissance de son entreprise, obtenir du financement et devenir la multinationale que c'est devenu ensuite. Mais Québec, le Cirque du Soleil n'aurait jamais vu le jour
sans un soutien substantiel de l'État québécois qui souhaitait soutenir le développement d'une industrie originale au Québec. Cascade est un autre beau cas. Cascade, c'était une entreprise de pâte et papier spécialisée dans le papier recyclé. C'était pas des beaux emplois et c'était une toute petite entreprise de Beauce. Grâce au soutien de l'État québécois, notamment aussi, là, ici aussi, les régimes d'épargne-action mis sur pied par le gouvernement Lévesque dans les années 1980, on va assister à la naissance d'un géant québécois dans le domaine non seulement du papier emballage, du papier craft, mais aussi de la fibre recyclée, aujourd'hui un fleuron international. De la même manière, j'ai déjà parlé du cas de SNC-Lavalin, une entreprise qui n'existait pas en 1960 et qui est aujourd'hui la première ou la deuxième plus grande entreprise de génie conseil dans le monde, notamment de la part du fait du soutien d'Hydro-Québec pour qui SNC-Lavalin a fait la plupart des barrages. La Banque nationale du Canada, qui est autrefois la Banque provinciale, la Banque canadienne nationale, peu importe, est aussi une entreprise qui a bénéficié du soutien du Québec, notamment parce qu'elle y a immobilisé des sommes et l'a soutenu à plusieurs occasions durant les tempêtes financières. CGI est un cas remarquable. Cette entreprise doit vous dire quelque chose. C'est une des grandes entreprises dans le monde aujourd'hui dans le domaine de la gestion informatique de métadonnées, notamment de la gestion des payes, des calculs actuaires, des assurances. Tenez, aux États-Unis, le fameux Obamacare, le régime d'assurance maladie américain, c'est une entreprise de Montréal, CGI, qui envoie à la gestion et la mise en œuvre. C'est vous dire comment cette entreprise-là a d'abord commencé petite, mais elle a obtenu un immense contrat à la fin des années 80, la gestion de l'ensemble des payes du gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec a confié à une entreprise francophone le soin de gérer ses actifs, notamment les payes de ses quelques 200 000 employés de l'État. Et c'est cette entreprise-là, CGI, qui en a profité à ce moment-là. Elle a pu ensuite offrir ce type d'expertise-là à d'autres gouvernements et à d'autres entreprises. Là, si Québec Inc. est surtout appliqué au gouvernement en lien avec l'entreprise privée, les syndicats aussi vont s'y intéresser. Profitons-en pour jeter un coup d'œil sur où en est la filière syndicale de nos jours. Historiquement, on distingue les premiers syndicats beaucoup plus combatifs, voire socialistes, en certains cas communistes, les chevaliers du travail notamment, qui vont mener de grandes grèves à la fin du 19e siècle. Mais plus tard, on va assister à la naissance de véritables syndicats d'origine américaine. Aux États-Unis, deux grands syndicats dominent, l'AFL et la CIO. L'AFL-CIO, c'est bien connu là-bas, vont avoir des filiales au Québec qui vont finir par se regrouper sous le nom de FTQ. À la base, la FTQ, c'est ce qu'on appelle des syndicats américains qui se regroupent en corps de métier et qui se fédèrent à l'occasion. La FTQ est donc une organisation très décentralisée et surtout présente dans les métiers de la construction. En parallèle, on va assister dans le domaine de l'enseignement à la naissance d'une filière syndicale, celle qu'on appelle, qui est aujourd'hui dominée par la CSN. À la base, c'était le CTC, les syndicats catholiques du Canada, qui est devenu CSN au début des années 1960 et qui est surtout présente dans les hôpitaux, dans l'enseignement, au sein de la fonction publique québécoise. Et enfin, une dernière filière proprement enseignante, celle-là dominée aujourd'hui par la CSQ, qui regroupe aussi la Fédération autonome de l'enseignement, un syndicat proche de la CSN, mais qui néanmoins qui est beaucoup plus confiné au monde de l'éducation. N'oublions pas une dernière filière, qui est quand même syndicale à sa manière, celle dominée par la toute-puissante Union des producteurs agricoles du Québec, l'UPA, qui est un syndicat qui regroupe les grands producteurs dans le domaine notamment de l'industrie laitière et de la production porcine. Ils ont depuis peu la concurrence de l'Union paysanne qui tente d'orienter l'agriculture davantage vers le développement durable, respectueux de l'environnement. Mais il demeure que ces filières-là sont aussi solidaires de Québec Inc. À l'époque et qu'il est très commun, notamment dans les années 70 et 80, que les chefs des centrales syndicales s'assoient aux côtés du premier ministre du Québec afin de voir ensemble des stratégies afin de développer le Québec. C'est ainsi, par exemple, que des initiatives comme le Fonds de solidarité de la FTQ vont se développer en concordance avec le gouvernement du Québec afin de poursuivre les mêmes objectifs, c'est-à-dire de soutenir les entreprises qui embauchent des Québécois.